Bienvenue dans cette seconde vidéo du volet de 3 vidéos dédiées au revolver Smith & Wesson. Donc je vais vous montrer ici comment contrôler un revolver lorsque vous allez en acheter un et que celui-ci est une occasion. Donc vous allez avant toute chose vérifier que l'arme n'est pas approvisionnée. Vous allez commencer par contrôler l'état général de l'arme. Ça va vous donner une petite idée sur sa vie, notamment les défauts. Alors celle-ci n'est pas bronzée, mais vous pouvez avoir des défauts de bronzage ou autre, ce qui pourrait indiquer que l'arme a été utilisée, voire est restée un moment en holster. Ça, c'est un premier point à vérifier. Voilà, ça vous donnera juste une petite idée, rien de rédhibitoire, c'est purement esthétique, mais n'hésitez pas à contrôler ça. Ensuite, vous allez pouvoir contrôler la carcasse de l'arme, notamment être à la recherche d'éventuelles fissures, donc que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout, notamment sur les points les plus faibles, ou en tout cas les plus fins de l'arme. Vous allez également contrôler le cône de forcement, donc celui-ci doit être net, lisse et plat. Donc voilà, ça doit être parfaitement net. Si c'est pas net, si ça a été arrondi, c'est qu'il y a peut-être un problème de synchronisation, que la personne a tiré pas mal en double action et que à force, ça a été usé à cet endroit. Donc vraiment, vous devez sentir des bords nets, ça doit être complètement plat, ça doit être propre, hein. J'insiste, quand on vous présente une arme d'occasion, si on vous présente une arme, moi quand on me présente une arme d'occasion dégueulasse, je fais demi-tour tout de suite. Voilà, ça montre un petit peu l'importance que la personne donne à son arme et en tout cas l'entretien qu'il a pu en faire tout au long de son utilisation. Donc vraiment une arme sale, trop sale, je n'aime pas ça. Si elle a été nettoyée, qu'elle a tiré une cinquantaine de cartouches, c'est pas dramatique, mais une arme vraiment dégueulasse, voilà, ça donne une petite idée sur l'attention qu'aura pu porter le vendeur à son arme. Ensuite, une autre petite indication sur ce qu'elle aura pu tirer ou non. Vous allez voir ici à l'arrière donc de la cage de barillet, sur cette partie ici, vous allez certainement, alors là, ici il n'y en a pas, mais avoir des marquages cylindriques, notamment sur les calibres Magnum comme le 357, le 44, etc. Rien de méchant si c'est marqué, ça voudra juste dire que l'arme a pas mal tiré de cartouches dans un calibre dans le calibre Magnum, c'est-à-dire dans un 44 Magnum, elle aura tiré beaucoup de 44 Magnum et peut-être aussi du 44 spécial, mais en tout cas beaucoup de 44 Magnum. Pareil dans un 357, voilà, ça va avoir tendance à se marquer ici. Ça vous donnera une idée, hein, si on vous dit que c'est une première main et qu'elle a tiré que de la 38 et que vous voyez des marques bien prononcées ici à l'arrière, bon, vous savez que le vendeur vous pipote. Autre partie que j'aime vérifier également, ce sont les vis qui se situent ici, ici, et la dernière qui a une tête plate qui se trouve sous la poignée. Vous allez contrôler ces vis et si celles-ci ont été trop démontées, et en tout cas mal démontées, elles vont être marquées. Alors des vis, ça peut se changer, c'est pas un problème, ça ne coûte que quelques euros, et encore que sur les nouvelles versions, cette vis-là est un peu différente, on le verra sur la 3e vidéo. Mais ça montre aussi que la platine a été souvent démontée. Et une platine d'un revolver n'a pas besoin d'être souvent démontée. À la limite, vous le démontez une fois pour le préparer, vous le remontez, et ensuite vous le démontez tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans pour nettoyer complètement et puis regresser proprement toute la mécanique à l'intérieur. Mais en tout cas, la mécanique est presque scellée, hein, à l'intérieur d'un revolver, à moins de partir faire la guerre en Afghanistan avec, vous ne devriez pas le dégueulasser complètement à l'intérieur avec du sable, de la poussière, de la boue ou je ne sais quoi. Pour le prochain point de vérification, vous allez vous munir d'une lampe, donc pas forcément d'une lampe aussi puissante que celle-ci, mais une simple petite lampe fera l'affaire, puisque nous allons ici vérifier l'état du canon. Donc vous allez éclairer ici en dessous, je vais essayer de ne pas vous éblouir à la caméra. Excusez-moi. Et puis, bon, évidemment, là, sur la vidéo, on ne voit rien, mais vous allez vérifier le canon, vérifier déjà s'il est propre, et ensuite vérifier toutes
éventuel gonflement à l'intérieur de celui-ci. Alors vous pouvez éventuellement le sentir hein, sur certains, voilà, si le canon est bagué et bien bagué, tout simplement en passant les doigts ici, vous allez pouvoir le sentir, mais en tout cas, en vérifiant à l'intérieur, ça va être beaucoup plus facile à constater. Vous allez avoir un espèce de gonflement, et si le canon est bagué, vous évitez d'acheter. Même chose au niveau des chambres, là encore, vous allez utiliser la lampe. Voilà, et vous allez vérifier les chambres une à une. Donc si les chambres ne sont pas trop encrassées et surtout si une chambre n'est pas gonflée. Voilà. Vous allez en profiter tant que vous êtes sur le barillet pour vérifier l'étoile de l'éjecteur et les rochers. Donc les rochers, ce sont les petites parties qui se trouvent ici et qui peuvent être usées. Ça peut être usé tout simplement par un très grand nombre de tirs en double action. Et parce que en double action, vous avez ici le doigt élévateur qui va venir appuyer dessus. Et puis si vous tirez vite en double action, à force, ça va pouvoir s'user. Donc ça, à contrôler. À savoir que sur un modèle récent, vous allez pouvoir trouver la pièce et le changer. Sur un modèle plus ancien, ça va être plus compliqué. Et même si faire refaire la pièce par un armurier compétent, c'est faisable, ça risque de vous coûter cher. Donc là, encore une fois, si c'est usé, à voir, hein, c'est un axe de négociation avec le vendeur, sauf si celui-ci accepte de prendre les réparations à sa charge. Le prochain point concernera le barillet également, le cylindre de barillet et la synchronisation. Donc la synchronisation, c'est relativement simple. Vous allez entendre à l'armement un clic, un second clic qui lui donnera le verrouillage du barillet. Le dernier clic sera l'armement. Premier clic, verrouillage du barillet, armement. Le barillet est verrouillé. Donc on va le voir ici en s'arrêtant au second clic. C'est verrouillé. Vous pouvez relâcher. Second clic, c'est verrouillé. Alors faites-le lentement. Si vous le faites rapidement, évidemment, ça va verrouiller plus facilement. Plus vous le faites lentement, plus vous êtes sûr de votre synchronisation. Il ne faut surtout pas que la gâchette accroche le cran d'armée avant le verrouillage. Vous pouvez également le faire en utilisant la détente. Voilà. Et là, normalement, on est au verrouillage. Ici, on appuie. Donc, on a encore un petit jeu où ça recule. Là, je suis au bout. J'avais encore un petit jeu. Je ne la connais pas encore bien. Et le coup part. Tout simplement, puisque lors d'un tir en double action, vous allez presser la détente, ce qui va faire tourner le barillet, le cylindre du barillet. Si le coup part avant que celui-ci sera verrouillé, la chambre ne sera pas parfaitement alignée au cône de forcement. Ce qui va, dans un premier temps, certainement nuire à la précision de votre tir, puisque une partie de la balle sera arrachée par le cône de forcement. Et à long terme, ça risque de nuire gravement à la carcasse de votre revolver. Donc vraiment, la synchronisation, c'est un point important. Encore une fois, si la synchronisation n'est pas bonne, ça peut se reprendre. La synchronisation n'est peut-être pas bonne à cause d'un doigt élévateur qui va être usé, à cause des rochers ici qui sont usés. Ça peut être changé, c'est pas un problème. Mais en tout cas, l'arme n'est pas en excellent état. Donc c'est encore une fois, soit vous décidez de ne pas acheter, soit c'est un axe de négociation avec le vendeur. Alors, comme vous devez vous en douter, le cylindre de barillet est une pièce mobile. Donc qui dit pièce mobile, dit pièce qui a forcément du jeu. S'il n'y a aucun jeu, aucun fonctionnement possible. Donc vous avez un jeu qui est minime, vraiment minime. Lorsque vous l'avez verrouillé ici, il doit être le plus petit possible, même s'il y a forcément un jeu. Si lorsque vous avez, par exemple, armé, vous pouvez tourner le barillet, là c'est vraiment pas bon, vous avez un problème. Il doit être
être complètement verrouillé. À aucun moment, voilà, on doit pouvoir le tourner. Si vous pouvez, en forçant, le faire tourner, vérifiez ici son verrou. C'est peut-être cette pièce qui est à changer. Donc ces bords doivent être, comment dirais-je, doivent être saillants, doivent être à 90 degrés. Si les bords sont arrondis, c'est peut-être ça qui fait que le cylindre du barillet n'est pas complètement verrouillé. Donc, encore une fois, ça peut être changé, mais en tout cas, ça vous donnera une idée de l'état d'usure de l'arme, sachant que si cette partie est extrêmement usée, le reste doit l'être également. Encore une fois, là c'est à vous de voir si vous prenez ou pas, mais en tout cas, le prix doit être adapté à l'usure de l'arme, qu'on ne puisse pas vous dire qu'une arme a très peu tiré, alors que si vous avez clairement ce jeu ici, c'est que l'arme a dû prendre pas mal de tirs, et notamment de tirs en double action, pour s'user autant. Autre point également, vous allez vérifier l'entrefer. Alors l'entrefer, c'est le jeu, l'espacement que vous allez trouver entre la sortie des chambres ici à l'avant et l'entrée du cône de forcement. Donc un entrefer, je dirais moyen, se trouve entre 15 et 25 centièmes de millimètre. Donc vous pouvez prendre des cales, alors là je ne suis pas chez moi, je ne les ai pas sous la main, mais des cales pour vérifier cet entrefer. S'il est trop faible, c'est-à-dire de l'ordre de 10 centièmes de millimètre, voire éventuellement un peu moins, même si ça me paraît impossible sur une arme propre, à peine votre arme sera encrassée, le barillet va se bloquer, ne tournera plus. Donc il faut quand même qu'il y en ait un minimum. C'est, je dirais, vital pour le fonctionnement de l'arme. Mais un entrefer qui est trop élevé va être préjudiciable à tout un tas de choses, et notamment à la vitesse de la balle, puisque vous aurez trop de perte de gaz, la précision, etc. etc. Donc voilà, les données que je vous donne sont des données approximatives et pour une arme d'occasion. Pour une arme neuve, si c'est au-delà, elle a été conçue comme ça, pas de difficulté. Donc, comment le vérifier? Vous allez prendre vos cales ici et vous allez vérifier. Donc, vous allez armer, vous allez vérifier ici de chaque côté. Donc, vous allez prendre votre cale, vous allez l'amener jusqu'à la moitié de la chambre, du canon, et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous devez avoir la même mesure d'un côté et de l'autre. Si vous avez une mesure qui est différente d'un côté ou de l'autre de plusieurs centièmes, cela veut peut-être dire que soit l'axe de votre barillet n'est plus parfaitement droit, donc que votre barillet est légèrement décalé, soit pire, que la carcasse est vrillée. Le premier cas sera à mon avis le plus courant, et la simple cause de ce barillet qui ne serait plus dans l'axe, c'est tout simplement ce truc-là, de mettre un coup de poignet pour fermer le cylindre de barillet, comme on l'a tous vu à la télé. Le barillet est ouvert, on met un coup sur le côté et puis ça se referme. Là, c'est la dernière chose à faire avec un revolver. Il faut absolument éviter. Voilà, donc ça, vous allez le contrôler. L'outil ne coûte pas très cher comparé au prix de votre revolver. Donc je vous conseille d'investir là-dedans, surtout si vous comptez en acheter plusieurs. Bon, c'est... voilà, et puis vous pouvez vous le prêter entre copains quand quelqu'un va acheter un revolver. Voilà, c'est un petit point à vérifier. N'ayez pas peur de passer pour un couillon, contrôlez ça. Et puis demandez des comptes si jamais vous voyez que vous avez un entrefer qui est beaucoup trop grand, ou si en tout cas les mesures ne sont pas les mêmes, que vous le preniez d'un côté ou de l'autre. Voilà. Nous allons maintenant passer au point suivant, qui va être un élément de sécurité de votre revolver. Donc, pour la mécanique du revolver, mais nous y reviendrons en détail dans la vidéo suivante, vous avez la queue de détente avec la gâchette, le marteau ou le chien, si celui-ci a un percuteur intégré et non un percuteur dans la carcasse, avec un cran d'armée. Donc ce sont deux pièces qui ont été sémentées, donc avec une dureté excellente. Ces pièces, ces parties-là, ces deux petites parties-là, il ne faut surtout
jamais les toucher, puisque lorsque vous les touchez, vous enlevez cette sémentation et ces pièces risquent de s'user très rapidement, avec pour conséquence une arme qui n'est plus du tout sécurisée. Même chose au niveau du ressort de glissière de rebond qui se trouve juste ici, vous pouvez monter un ressort allégé. Sauf qu'avec un ressort trop allégé, vous allez manquer de résistance et vous allez tout simplement pouvoir faire décrocher votre marteau ou votre chien, selon le modèle, en appuyant fortement ici. Alors visiblement, Smith & Wesson parlerait d'une résistance d'environ 8 kg de poussée. Donc là, 8 kg, je vous dis, il faut y aller. Hein. C'est quasiment le double du poids de la double action de l'arme. Voilà, Mais là, clairement, on ne décroche pas. Et il faut que vous soyez sûr en appuyant, hein, appuyez avec vos 2 pouces de toutes vos forces, de ne pas faire décrocher. Voilà, donc ça c'est un point essentiel, un point essentiel à vérifier. Un dernier point également, si vous avez une hausse réglable, vérifiez les clics de l'arme, un simple petit tournevis ou une clé LPA, comme on peut en avoir qui traînent. Voilà, vous allez vérifier que les clics de l'arme sont bien nets et bien propres et que la hausse n'est pas foirée. Parce qu'une hausse pour un Smith & Wesson, ça vaut quand même un petit billet, donc voilà, pensez à contrôler ça. Pour le reste, c'est vraiment à votre appréciation. En tout cas, je vous ai donné quelques points et éléments importants à contrôler lorsque vous achetez un revolver d'occasion. Allez, à bientôt pour la 3e partie de cette série de vidéos sur les Smith & Wesson. Salut!